Alors, Antoinette Fouque, une des fondatrices, peut-être la fondatrice du MLF, Mouvement de Libération de la Femme, en 68, avait publié un ouvrage, je ne me souviens plus du titre, où elle distinguait entre la génitalité et la génialité. Et elle disait, au fond, la femme s'occupe de la génitalité et l'homme de la génialité. Génialité renvoyant à la créativité, au génie, et la génitalité renvoyant aux appareils, à l'appareil génitoire. Mais je vais réfuter ici cette symétrie, cette belle symétrie, cette trop belle symétrie. Et effectivement, on est souvent prisonnier de ce genre de démarche intellectuelle qui consiste à finalement rechercher une sorte d'équilibre, de répartition équitable, où chacun aurait une partie de l'ensemble. Ce n'est pas si simple que cela. Je crois que ce serait une erreur de penser ainsi, de mettre en symétrie l'homme et la femme. Je pense qu'il est évident, à moins d'être dans le déni, que c'est l'homme qui, par sa semence, enclenche un processus de procréation. Tout comme, par son génie, il va enclencher un processus créatif qui va donner du travail à beaucoup de monde, ne serait-ce qu'au niveau artistique. Un grand compositeur a donné du travail au cours des décennies à des centaines d'interprètes, par exemple. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui qu'on ne peut pas séparer génitalité et génialité. Qu'est-ce à dire? Ben, ça signifie, c'est la thèse en tout cas que je soutiens ici devant vous, ça signifie en fait que le génie, au sens intellectuel du terme, est également, sinon un géniteur, du moins quelqu'un qui a une activité sexuelle importante, marquante. Et je dirais même une activité pénétrante, pour ne pas être dans l'obscénité. La pénétration intellectuelle et la pénétration sexuelle vont de pair, selon moi. Et l'impuissance intellectuelle et l'impuissance sexuelle également, d'ailleurs. Bon, nous avons des tas d'exemples d'activités sexuelles assez intenses chez des hommes qui, par ailleurs, ont fait preuve de capacité, de courage, de création remarquable. Notre président de la République, François Mitterrand, comme on sait, a eu des double vie sur le plan sexuel, si on peut dire. Et il a eu des enfants de deux façons différentes. C'est un exemple parmi cent autres. La polygamie, d'ailleurs, est quelque chose qui est tout à fait dans ce sens-là. L'homme peut satisfaire un grand nombre de femmes. Soit dans le même temps si on peut dire, soit sur une certaine période de temps successivement. Moi, je me suis toujours posé la question, effectivement, parce que, sans vouloir donner des exemples trop personnels ou trop particuliers, je dirais simplement que j'ai pu remarquer que les deux activités étaient conjointes. Et qu'il fallait le même tempérament, finalement, pour être un bon amant et quelqu'un qui a une activité influente sur le monde. Et d'une
certaine manière, possible que les deux soient en synergie, les deux activités soient en synergie. Et que les difficultés que l'on peut rencontrer dans un domaine puissent agir sur d'autres domaines. Donc tout ça, ce sont des vases communicants, en quelque sorte. Par conséquent, comme je disais tout à l'heure, je réfute la dualité qu'a proposée, la répartition équitable qu'a proposée Madame Fouque. Et je pense que les deux activités sont masculines. Mais dans les deux cas, les femmes sont concernées. Mais elles sont concernées dans les deux cas. Elles sont concernées par l'activité créatrice de l'homme, elles sont concernées par l'activité procréatrice de l'homme. Dans les deux cas, elles portent quelque chose, elles vont transmettre quelque chose, elles vont véhiculer quelque chose. Mais sacrifier en quelque sorte, ou occulter le rôle de l'homme dans la procréation au profit d'une sorte de théorie de l'équilibre entre les sexes, c'est une plaisanterie. Alors, il ne s'agit pas uniquement de savoir si on fait des enfants ou pas. Les enfants, c'est quelque chose qui peut exister, bon, effectivement. Il s'agit avant tout d'une activité sexuelle. Pas forcément procréatrice, mais qui est porteuse de procréation. Un homme normal, il a eu des milliers d'éjaculations dans sa vie. Toutes ces éjaculations n'ont pas abouti à procréer des enfants. Mais potentiellement, oui, potentiellement, un seul homme peut, au cours d'une vie, virtuellement, il peut procréer des milliers d'enfants. Carrément des milliers d'enfants. À raison, par exemple, de 200 par an, par exemple, multiplié par 10, je ne sais pas, n'importe. Donc il faut arrêter de dire que la femme donne la vie, des choses comme ça, qui ne tiennent pas debout. Enfin. Et ce qui est actuellement débattu, la gestation pour autrui, n'est pas en train de changer la donne, au contraire. Les femmes sont des véhicules qui sont censés couver en quelque sorte la semence. Ce qui n'exclut pas évidemment qu'il y ait une sorte de transmission génétique de la part de la femme, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est pas ça qui compte en fait. Ce qui compte, c'est ce qui passe par l'homme. Et d'ailleurs, la Bible, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la Bible le dit bien. Le choix du partenaire féminin est secondaire. D'où l'exogamie. Ce qui fait qu'on va chercher une femme un peu n'importe où. Parce que si la femme était porteuse de quelque chose d'important, on n'aurait pas d'exogamie. Pourquoi? Parce que on serait dans l'odogamie. On n'irait pas se mélanger avec des personnes venant de races différentes, de peuples différents, d'horizons différents. Ça montre bien que c'est tout à fait secondaire. En revanche, l'homme, lui, il reste dans sa tribu. La femme, elle ne reste pas dans sa tribu, on l'exporte. On l'importe, on l'exporte. Les princesses étrangères ont toujours marqué l'histoire des différentes dynasties, qu'elles soient françaises ou autres. L'exogamie elle-même est la réponse à cette question. Est-ce que le patrimoine génétique de la femme est totalement secondaire, est totalement indifférent, à la différence du patrimoine génétique de l'homme? Non pas qu'il n'existe pas. De toute façon, moi je ne suis pas un généticien. Mais je crois que ça va de soi, c'est ça qui est sous-entendu. Et chez les Juifs, bien évidemment, cette filiation, cette dynastie, cette radicalité, cette verticalité est essentielle. Elle doit être préservée à tout prix.
Non pas en évitant les mariages mixtes, parce qu'on vient de dire à l'instant que le choix de la femme est secondaire. Il y a des rois qui ont épousé les femmes les plus diverses et qui ont eu des enfants avec les sortes de femmes étrangères, depuis Jacob jusqu'à Agar, enfin, depuis Jacob jusqu'à Abraham, depuis Abraham jusqu'à Jacob, etc. C'est secondaire. Alors on nous ressent la matrilinéarité, que voyez-vous, ça prouve que pour les juifs c'est important, la mère, etc. C'est une plaisanterie. J'en ai déjà parlé, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la génétique. Qui ont à voir avec la morale, avec l'éthique de la famille, l'éthique du foyer, pas avec la génétique. En fin de compte, c'est un peu comme un pianiste au fond. Le pianiste, il peut jouer sur n'importe quel piano. Alors que le violoniste, lui, il a son violon, par exemple. Le flûtiste a son flûte. Voilà ce que je voulais vous dire. Et ça va m'engager, en fait, à accorder dans mon écriture plus d'importance aux questions de sexe. D'ailleurs, curieusement, hier soir, lors de notre café philo, McDo, la question sexuelle est revenue puisque Philippe a mentionné un passage de Flaubert sur sa vie sexuelle et il a demandé qu'on explique ce texte. Donc finalement, voilà, c'est un sujet qu'on ne peut pas mettre de côté. Et il n'y a pas de raison de ne pas parler de ces questions, de ne pas étudier comment l'homme peut satisfaire les femmes, quels sont les différents moyens dont il dispose pour le faire. Et donc c'est un sujet tout à fait légitime, et qu'il est encore plus après l'explication que je viens de donner.